Bien, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes et à tous. Bravo au lieu unique pour cette organisation. Regardez, il est 16h30, la salle est pleine. Merci, on voit le métier de ce lieu unique en son genre pour l'organisation de tels événements et c'est précieux. Je crois qu'on peut même les applaudir un petit coup. Et merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce dernier grand atelier de ce forum sur cette idée de reprendre le pouvoir sur nos vies. Ce dernier grand atelier, il s'intitule « Ce qui nous unit, ce qui nous divise ». Alors je vais faire quelques mots d'introduction et puis je vous présenterai les personnes qui vont nous accompagner tout au long de cet échange. Donc on l'a vu à différentes reprises tout au long de ce forum, on est dans un contexte qui est marqué par une fragilité forte démocratique, défiance envers les institutions, sentiment d'inefficacité des politiques publiques, remise en cause des corps intermédiaires parfois, même de temps en temps contestation de vérité scientifique, creusement des inégalités, bref, une époque troublée et conflictuelle. On a constaté aussi un fort décalage entre l'immobilisme de l'action publique et les urgences sociales et écologiques du pays. Et que ce décalage, finalement, il provoque une certaine fatigue. On l'a dit, fatigue démocratique, mais aussi fatigue d'une partie des acteurs face au mur de l'impuissance, par exemple quand on est dans l'accès aux droits, sur la question sociale, pour pouvoir ouvrir des droits à un certain nombre de personnes, face au recul aussi observé sur le plan des avancées écologiques, qu'on avait obtenu de longues luttes. Il y a eu des renoncements récents qui nous préoccupent. Et puis parfois même des tentations de désengagement. Pour autant, on a aussi pu mesurer tout au long de ce forum la détermination des acteurs de la société civile organisée à ne pas céder à ce qu'on pourrait appeler une sorte de pessimisme ambiant, à réaffirmer l'importance des institutions publiques et démocratiques, de les défendre, parce qu'elles sont garantes de l'intérêt général, de réaffirmer l'importance de défendre les droits, et contribuer à aider la société à sortir de ses ornières. Donc la question qui se pose à nous, c'est de savoir dans quelle mesure les solutions aux crises que nous traversons pourraient être aussi recherchées du côté des citoyennes, des citoyens, du côté des acteurs de la société civile organisée, et si oui, comment ? Est-ce que c'est dans la définition des chantiers qui sont incontournables à la société ? Dans les manières de les décliner concrètement, ces chantiers ? Je pense par exemple à la question de demander des efforts à tous, mais à condition que ces efforts soient justes et partagés, juste au regard de la capacité de chacun. Et dans ce cas, chercher à identifier ensemble les lignes de partage entre eux, et c'est le titre de ce grand atelier, ce qui nous rapproche et ce qui nous divise, pour construire une société plus juste et plus écologique. Parce que, on le sait, la démocratie implique de se mettre d'accord sur nos désaccords, d'expliciter les non-dits et les malentendus, de comprendre ce qui coince et dépasser nos divergences. C'est à ce prix, nous pensons, que nous pourrons offrir de nouvelles perspectives et être capables de définir les contours d'un projet de société mobilisateur. Pour ce faire, il faut définir ensemble ce que nous plaçons au-dessus de nos légitimes désaccords, sur le plan des solidarités, sur le plan écologique et des modèles économiques et de développement que l'on doit faire évoluer, de notre rapport à la nature, le rapport à la consommation, ça a été dit dans différents ateliers, et sur notre capacité à faire société et concrètement, faire vivre la fraternité et construire du commun. Quoi qu'il en soit, et nous l'avons vu tout au long de ce forum, force est de constater que nous sommes nombreux ici à penser qu'il est possible de construire des politiques publiques autrement, en les basant sur l'écoute, le dialogue, la réalité des vécus des personnes, et aussi en s'appuyant sur l'expertise et l'expérience de la société civile. Voilà le programme qui nous attend pendant 1h30. On a une petite contrainte dans cet atelier, de ce grand atelier par rapport aux deux précédents, c'est que nous devrons arrêter 10 minutes avant, à 17h50, pour que, avec Pierre, nous puissions faire une petite conclusion de ce forum de 2 jours ici à Nantes. Alors je vous présente nos invités, mais vous les connaissez je pense pour la plupart. Claire Hédon, défenseur des droits, merci d'être là. Maëlle Nizan, présidente de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes.
Anne Bringot, qui est directrice des programmes du réseau Action Climat. Vous deux, vous êtes membres du Pacte du pouvoir de vivre. Et Patrick Boucheron, historien. Merci à vous d'être là. On va commencer par une première prise de parole de nos invités. Et bien sûr, ensuite, ça sera avec vous qu'on continuera à dialoguer, à trouver ensemble les portes de sortie de tous ces sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors Claire, on va commencer par vous, par toi. On peut y aller? Allez, mais je fais un premier vous, puis après. Tutoyer, donc bah oui, mais là, quand on est en représentation... Donc, Madame Claire Hédon, bonjour, comment allez-vous? Donc, défenseur des droits, mais ancienne présidente d'ATD Quart-Monde. Et à ce titre-là, elle était au départ, il y a 6 ans aussi, du Pacte du pouvoir de vivre. Donc, ça fait plaisir de te retrouver ici. Je ne vais pas faire long, mais quand même se poser, puisque tu es défenseur des droits, quelle est, selon toi, la place du droit, des droits, par rapport à cette question de la ligne de partage entre ce qui nous unit et ce qui nous divise? Et puis peut-être une autre petite sous-question sur le rôle du défenseur des droits aujourd'hui dans notre pays, parce que ça me faisait écho avec le travail de Pierre Rosanvallon sur les institutions invisibles et leurs 3 qualités, la légitimité, la confiance, l'autorité. Est-ce qu'on peut dire aussi quelque chose? Parce que ça nous intéresse. Il y a la société civile organisée, puis il y a des organisations comme le défenseur, la défenseur des droits. Et on serait intéressé de, maintenant avec ton expérience, de savoir finalement comment ça peut aussi nous aider à sortir des ornières dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et je fais même démarrer le chronomètre parce qu'il nous a dit vraiment 5 minutes et pas plus. Moi, je serais intraitable. Je suis très heureuse d'être avec vous, évidemment, parce que j'ai quand même des liens particuliers avec le Pacte du pouvoir de vivre de par mes fonctions précédentes, mais aussi parce que l'institution du défenseur des droits se nourrit des échanges avec les associations et avec les syndicats. Nous sommes en lien dans des comités d'entente avec plus de 110 associations. Nous sommes en lien avec les syndicats parce que nous avons tout à fait conscience que il y a une partie des difficultés d'accès aux droits que nous ne voyons pas et que nous ne voyons que parce que des syndicats accompagnent des réclamants ou des associations accompagnent des réclamants. L'institution du défenseur des droits, en fait, c'est un très bon observatoire de ce qui ne va pas dans notre société, de ce qui porte atteinte à la cohésion sociale par les difficultés, justement, de respect des droits des personnes dans nos différents domaines de compétences. Et si je les prends dans leur ensemble, la question des droits des usagers de services publics, les difficultés que rencontrent des réclamants avec la CAF, l'assurance maladie, les préfectures, je ne pourrais pas ne pas vous en parler sur les droits, les titres de séjour. Et ça, on voit et on observe des difficultés. La question des discriminations, j'y reviendrai. La protection des droits des enfants. Nous sommes aussi l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Et là, sur la question de la liberté de manifester, la liberté associative, évidemment aussi que ça peut miner notre cohésion sociale et ça peut effectivement nous diviser. Et puis, protection et orientation des lanceurs d'alerte. Et je sais que vous en aviez ce matin qui intervenaient. Juste un petit mot supplémentaire sur l'institution. On s'appuie à la fois sur 630 délégués territoriaux qui sont des bénévoles et qui traitent en présentiel, c'est-à-dire ils reçoivent des réclamants, ils traitent les réclamations majoritairement, même uniquement en médiation, et puis 260 agents au siège qui sont en majorité des juristes. Et la loi de 2011, elle dit quelque chose d'intéressant, c'est que évidemment, on est là pour protéger les droits, donc traiter les réclamations dans nos domaines de compétences, mais dès le début, le législateur nous a aussi confié comme mission la promotion des droits et des libertés. Qu'est-ce qu'a pensé le législateur? C'est qu'on n'était pas là que pour résoudre des cas individuels, mais bien pour dire ce qu'il faudrait faire pour que les droits soient mieux respectés. Et ce point-là, il est important parce que c'est à ce titre-là qu'on rend des avis au Parlement sur des projets et propositions de loi. C'est à ce titre-là qu'on fait mener des recherches, qu'on rend des rapports et qu'on dit un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qui nous unit ? Moi, franchement, ce qui nous unit, c'est le respect des droits. C'est-à-dire que quand une institution comme la nôtre, elle rétablit des personnes dans leurs droits, elle contribue à la cohésion sociale. Et le respect du droit, c'est un des piliers de notre démocratie. Peut-être un tout petit mot sur cette question de démocratie. Comment faire comprendre dans le grand public que la démocratie, ce n'est pas que l'élection au suffrage universel. C'est la séparation des pouvoirs, c'est la hiérarchie des normes, c'est la liberté associative et la liberté de manifester. C'est tout ça et c'est vraiment important à faire comprendre. Je sais que dans plusieurs ateliers, vous avez quand même parlé beaucoup de la connaissance de l'éducation et l'éducation au droit. Je crois que c'est absolument essentiel. Donc, ce qui nous unit,
j'ai pas de doute, c'est le respect des droits et c'est un pilier de la démocratie. Et ce qui nous désunit, eh ben, moi, d'où je suis, je dirais vraiment que c'est les inégalités. Et ce que j'observe sur les discriminations. Et très honnêtement, je suis inquiète. Parce que nous, on voit un énorme écart entre toutes les enquêtes sur les discriminations qui montrent qu'un jeune sur 3 dit avoir été victime de discrimination dans les 5 dernières années. La réalité des réclamations qu'on a, nous, dans l'institution, et la non-reconnaissance, enfin j'étais, je vais vous le dire, en commission des lois mercredi au Sénat, et j'ai quand même un sénateur qui est capable de me dire vous avez très peu de réclamations en discrimination, c'est qu'en fait les discriminations c'est pas un problème dans notre pays et qu'il y en a très peu. Oui, et personne ne le contredit quand il dit ça. C'est juste quand même absolument effrayant parce que ça mine notre cohésion sociale. Et je suis inquiète de ce que j'observe dans tous les domaines des discriminations. Vous savez, d'abord, juste un mot sur les discriminations. C'est une inégalité de traitement, un traitement défavorable dans un des domaines prévus par la loi, que ce soit l'accès aux biens et services, l'accès au logement ou l'emploi, et dans un des critères prévus par la loi. Et il faut se battre pour l'ensemble des critères. Je suis inquiète de ce que je vois monter en origine, discrimination, origine religieuse. Je suis inquiète de ce que je continue à observer sur les questions de handicap, de femmes, de retour de congé maternité, de la discrimination aussi sur la question de l'orientation sexuelle. Et quand on regarde ce qui se passe outre-Atlantique, il faut s'inquiéter de l'ensemble des critères et ne pas penser que finalement la partie qui nous concerne, elle est à peu près protégée. On penserait par exemple que l'inclusion des personnes handicapées, tout le monde est d'accord. Aux États-Unis, l'interdiction des programmes de diversité dans les universités, c'est interdiction des programmes d'inclusion des personnes en situation de handicap aussi. Ce n'est pas que la question de la couleur de peau et la question de l'orientation sexuelle. Donc voilà, je suis persuadée que ce qui mine notre cohésion sociale, c'est ces questions de discrimination. Puis juste liberté, égalité, fraternité, c'est quand même sur les frontons de toutes nos mairies et tout ça. Voilà, merci. Les écoles aussi. Bravo, merci Claire. Vous avez remarqué la technique, c'est quand vous dites il y a 5 minutes, ils parlent plus vite les gens. Et on en a une autre qui parle très vite. Et déjà à la radio, elle parlait vite, Claire Hédon. Merci beaucoup. Je retiens vraiment 2 choses. Ce qui nous unit, le respect des droits, ce qui nous désunit, les inégalités, les discriminations. Donc le chantier de la lutte contre les inégalités et les discriminations est central dans notre histoire de ces 2 jours de forum. Maëlle Nizan, donc pour la FAGE, peut-être comment vous appréhendez déjà, comment tu appréhendes toi, mais je dis tous les militants de la FAGE, cette question de la manière de faire vivre au quotidien la démocratie, et puis surtout comment appréhender cette question de la ligne de partage entre ce qui nous unit et ce qui nous divise, et finalement d'arriver ensemble à qualifier, définir ce que nous on va placer au-dessus de de nos désaccords, de nos légitimes désaccords. Finalement, qu'est-ce qui compte et à partir de quoi on va pouvoir entraîner la société par rapport à ses fondamentaux. Oui, complètement. Oui, c'est bon, ça marche. Très heureuse d'être là aussi. Bonjour à toutes et à tous. Je pense tout d'abord que pour passer au-dessus, pour revenir sur la fin de la question, il faudrait réussir à s'attarder davantage des fois sur ce qui nous unit par rapport à ce qui nous divise. Et malheureusement, aujourd'hui, malgré le fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent collectivement dans la société, on va plutôt voir les désaccords en priorité, les choses qui scindent, les choses qui vont diviser. Et je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité des médias, des politiques, et comme ça a été très bien aussi introduit par Christophe, n'y sont pas pour rien, mais que du coup, notre responsabilité à nous, en tant qu'organisation, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir des personnes qui puissent s'attarder justement sur ce qui nous unit. Et c'est comme ça qu'on essaye de traiter la question de la démocratie au sein de la FAGE. Parce que la FAGE a un modèle, du coup, c'est une fédération d'associations étudiantes qui a un modèle de démocratie participative interne et qui a surtout un modèle qui permet à des jeunes d'une grande diversité de s'engager. Parce que quand on s'engage dans le réseau de la FAGE, généralement on s'engage parce qu'on rentre dans une asso, parce qu'on y voit la lumière, parce qu'on a nos amis qui sont dans cette asso, parce qu'on se sent isolé, parce qu'on a envie de faire des soirées et de rencontrer des gens, rarement parce qu'on est sûr de vouloir porter tel ou tel combat politique, et c'est après que la volonté de porter les choses de cette manière ou de s'engager plutôt sur des questions de représentation, de défense des intérêts des jeunes, de lutte contre les discriminations, de défense de la démocratie,
démocratie, elles viennent dans un second temps, ce qui va permettre de toucher vraiment un large panel de jeunes qui ont une vraie diversité d'opinions, une vraie pluralité sur la façon aussi dont ils vont vouloir aborder les sujets. Et donc forcément, traiter ensuite tout ce panel de jeunes en interne et réussir à avoir une démocratie participative fonctionnelle en interne d'un tel réseau et d'une telle diversité, c'est pas forcément évident. Et donc ça passe nécessairement par une politique de formation, par aussi des façons pédagogiques dont on va amener les sujets, par des façons dont on va donner la parole à chacun aussi, respecter les désaccords, former aussi les jeunes qui font partie de notre réseau. Qu'est-ce que c'est le débat, qu'est-ce que c'est le désaccord, comment on crée du consensus sur ces bases-là aussi. Et donc c'est pas anodin aussi comme modèle. Et donc c'est pour moi tout ça qui va permettre derrière d'avoir, en tout cas c'est comme ça que nous en interne, on voit la façon dont on peut faire participer les jeunes et donc dont on peut avoir une démocratie interne qui est la plus fonctionnelle possible. Et ça va participer à une formation plus large citoyenne des jeunes qui vont pratiquer la démocratie au sein même de notre réseau, au sein de nos instances. Et donc ça, c'est pas anodin. Et sur la deuxième partie de la question, moi, je pense qu'on revient aussi beaucoup sur les constats et sur ce qui ne va pas. Et je pense qu'à un moment donné, on est aussi dans une salle où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont engagées au sein d'organisations. Et c'est une fois qu'on a dit ce qui n'allait pas, qu'est-ce que nous, on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut aller au-delà de ce qu'on fait déjà, parce que je pense qu'on est toutes et tous assez alarmés par le constat, par le contexte politique, le contexte économique, démocratique, etc. Et donc, moi, je reste assez convaincue, en tout cas, c'est comme ça que je porte les choses au sein de mon organisation, qu'on a une responsabilité de nos organisations à des fois aller au-delà des questions de par exemple, nous, en tant que FAGE, en tant que représentants des étudiants, au-delà de parler de précarité étudiante, on va se dire que les gens de notre réseau, ils ont besoin d'entendre parler de démocratie, ils ont besoin d'entendre parler prioritairement de comment on fait du débat, de comment on fait société. Et je pense que c'est la question des sujets qu'on met en priorité et comment on les porte collectivement. C'est-à-dire que, oui, individuellement, nos organisations, vous, en tant que personne engagée, bénévole dans des organisations, vous allez certainement sur le terrain pouvoir mettre en place des ateliers, pouvoir au niveau national porter des combats, pouvoir mettre en place des actions quelles qu'elles soient pour pouvoir permettre à des personnes de juste répondre à un accès à plein de droits, à répondre à plein de besoins différents. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est comment on va au-delà et comment on fait ensemble en tant qu'organisation. Et c'est pour moi l'objectif aussi même du pacte du pouvoir de vivre, de réussir à aller au-delà des choses, en effet, où on va avoir des petites divergences, à voir au-dessus et à se dire, aujourd'hui, peut-être que la priorité, c'est ce sujet-là et on va le porter médiatiquement tous ensemble. Peut-être que la priorité, c'est comment on refait des événements sur le territoire, sur le terrain, et on va le faire ensemble avec nos organisations. Échanger aussi les méthodes pour réussir à toucher pas forcément toujours le même panel de personnes déjà engagées, déjà militantes, mais faire des événements qui peuvent être plus festifs, qui peuvent avoir d'autres approches. Cette année, à la FAGE, on a organisé un festival sur la démocratie. L'objectif de le faire sous format festival, c'était justement que des jeunes qui ne sont pas forcément engagés, qui ne sont pas forcément militants de base, puissent venir pour le côté festif et ensuite être conscientisés à d'autres enjeux. Et je pense que ça, on a vraiment une responsabilité à le faire collectivement, pour changer aussi nos formats des fois d'intervention et réussir à toucher un autre panel de personnes, parce que c'est ces personnes-là qui souvent se sentent isolées et qui se sentent plus en accord forcément avec, qui se sentent justement plutôt dans ce qui nous divise. Et pour moi, pour retourner aux fondamentaux de ce qui nous unit, il y a beaucoup plus de choses, je pense, qui nous unissent que ce qu'on peut laisser transparaître dans les médias. Il faut d'abord qu'on arrive à se voir les uns en face des autres, à se parler et donc à faire des choses sur le terrain qui vont attirer pas tout le temps les mêmes personnes, mais aussi des personnes pas toujours déjà engagées. En 4 minutes. Voilà, donc je vous dis, c'est la nouvelle technique. Parlez vite et vous pourrez dire beaucoup de choses. Je retiens plusieurs choses. Merci beaucoup, Maëlle, c'est très précieux. Passer du temps ou passer plus de temps à s'attacher à regarder ce qui nous unit. Intéressant. La formation, la pédagogie sur la manière de prendre la parole ou de donner la parole. Ça rejoint beaucoup d'échanges hier, des organisations qui disaient qu'elles-mêmes, en leur sein, se réinterrogeaient sur la manière, à leur échelle, je pense à la CFDT avec Marie-Lise qui le pointait, mais bien d'autres, en disant à TD, qui disait hier, pour pouvoir vraiment donner la parole à ceux qui vivent l'exclusion, il faut s'organiser et il faut prendre le temps. Donc il y a des enjeux de méthode, il y a l'intention, mais il y a aussi de se donner les moyens de le faire et de le faire vraiment. Puis un troisième point que je retiens, qui me paraît extrêmement important, c'est dépasser nos couloirs de nage. Alors, le pacte, c'est déjà ça, puisqu'on rassemble des organisations dont les missions sont diverses, très diverses. Parfois, certaines qui ne discutaient pas ensemble, diverses de par leur mission, leur identité, de par les sujets qu'elles traitent, et bien sûr, dans la rencontre entre la question sociale et écologique, et pour tous, la question démocratique.
Et du coup, moi, j'entends que la volonté de ne pas rester là où on est, c'est de dire chacun à notre niveau, dans nos organisations, compte tenu de l'histoire des organisations auxquelles on participe, bien sûr qu'on a une mission, on a des vocations, on a des statuts, on est là pour ça. Mais on a aussi, et c'était ça le pacte, envie d'être là pour autre chose. Et du coup, ça me fait penser cette idée de dire il faut peut-être abandonner à un moment ce qu'on est pour ensemble porter collectivement des choses qui comptent pour la société. C'est ce qu'on se dit souvent au pacte. Je vous le dis parce que ça me fait penser à ça. C'est de dire finalement qu'est-ce qu'on a à faire ou pas au titre du pacte. 65 organisations qui font plein de choses, on l'a vu pendant 2 jours. En fait, on s'interroge en disant c'est quoi la plus-value du pacte par rapport à la simple addition des 65 organisations qui le composent. Et on recoupe ce que tu viens de dire en disant il y a un moment, y compris dans des moments troublés comme ceux que l'on vit aujourd'hui, il y a besoin peut-être de réfléchir ensemble à ce qui nous unit et à ce qui nous divise, mais aussi à porter un autre modèle de société sur les fondamentaux, sur l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ces 2 jours aussi. Je regarde Pierre, mais et la République des idées, c'est ça, c'est de dire, nous, on va la faire vivre à notre manière, cette démocratie, et on ne va pas attendre effectivement la prochaine élection présidentielle ou municipale pour le faire. En tout cas, merci beaucoup. Je passe à notre 3e invité, Patrick Boucheron, historien du Moyen-Âge. Eh ouais. Des travaux sur le rapport entre histoire et politique aussi, on peut dire ça comme ça. Et puis, puisque je ne vais pas passer 2 heures à te présenter avec tous les bouquins, tout ce que tu as fait, simplement rappeler que tu as été l'une des plumes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, cérémonie qui a fait couler beaucoup d'encre. Moi, quand on s'est eu au téléphone, je sais que tu ne pouvais pas être là parce que tu avais d'autres activités en Bretagne hier, mais on a échangé, et je te disais qu'il y avait beaucoup dans les ateliers et dans les grands ateliers, était souvent revenue la question du récit, de la nécessité d'avoir un autre récit. Et puis, en discutant ensemble, on va dire la vérité, tu m'as dit oui, c'est intéressant, mais comment dire ? Certes que ça peut être intéressant d'avoir un récit pour embarquer la société, pour donner des perspectives, c'est-à-dire vers où on va dans ce monde bousculé. On a parlé des nouvelles technologies, on a parlé de géopolitique, mais tu me disais c'est pas si simple que ça, cette question du récit. Donc je veux bien que tu nous expliques ça. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis historien du Moyen-Âge. Je suis désolé si vous vous intéressez à un historien du Moyen-Âge pour éclairer notre présence. C'est vraiment qu'on est mal barré. Donc, je veux bien parler depuis autre chose. Alors peut-être effectivement historien tout court pour entendre ce qu'on attend d'ordinaire d'une historienne ou d'un historien de métier. C'est justement qu'il fasse récit non seulement de nos dispersions, mais de ce qui nous réunit. Et de ce qui nous réunit, effectivement, d'abord ici et maintenant. C'est pas rien, quand même, que de se rassembler. Alors, un petit nombre, sans doute, mais ni tout seul, ni une foule, un petit nombre, c'est déjà le début, non seulement d'une mobilisation, mais d'une prise de conscience pour, justement, voir les problèmes à la hauteur je dirais, des solutions que ces problèmes peuvent inspirer. C'est ça la question, au fond. Moi, je me souviens de ce texte de Caroline Emke qui s'appelait « Contre la haine », qui commençait par une scène terrible où elle avait vu à Lübeck des Allemands caillasser un quart de migrants, et elle se posait la question qui est la seule qui vaille pour nous lorsqu'on se réunit dans des salles comme ici où on peut craindre d'être d'accord entre nous. Elle se posait la question, qu'est-ce qu'ils voient que je ne vois pas ? Moi, je vois des femmes et des hommes et des enfants apeurés, et eux, ils voient quelque chose d'autre, une menace vague et générale, et nous savons toutes et tous que les approximations sont souvent potentiellement mensongères. Et nous savons toutes et tous qu'on ne peut pas haïr en détail. Que dès lors qu'on s'approche des problèmes, des expériences, de la diversité de nos vies, alors je ne dis pas que c'est amnistiant, mais au moins ça apaise. Et voilà effectivement pourquoi nous sommes toutes et tous réunis ici sans doute. C'est
avec l'idée, au fond, qu'avant d'inventer un monde nouveau, il faut faire l'inventaire de ce qui existe déjà, des expériences, de ce qui crépite, de ce qui est possible, de ce qui est pensable, de ce qui est dangereux, de ce qui n'est pas compris sur le rapport au droit, de ce qui n'est pas accepté. Vous parliez de l'université, évidemment que ça m'intéresse. Nous parlons des dangers qui pèsent sur l'université et sur les lieux de culture, évidemment que ça nous intéresse, mais pour l'instant, il faut être conscient du fait que nous n'arrivons pas à mobiliser sur ces questions-là, que nous n'arrivons pas à convaincre que ce que l'on défend quand on défend l'université, quand on défend les lieux de culture, c'est pas simplement notre emploi, l'emploi scientifique ou l'emploi culturel, c'est un des piliers de la démocratie qui est, comme tu le disais, Claire, non pas, qui est une tâche à accomplir et qui n'est pas un régime toujours déjà là. Donc ça, c'est difficile, et pour le saisir, c'est à partir effectivement des expériences singulières, des segments au fond d'expériences qu'on doit tenter de le faire. Alors oui, effectivement, quand on discutait hier, Christophe, au téléphone, je me disais, mais le nombre de fois où on nous a dit « Ah, c'est bien, mais au fond, ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas de grand récit. » Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit attendre un grand récit? On dit que ça n'arrivera pas. On dit que d'une certaine manière, c'est déjà trop tard. On organise notre pessimisme. En réalité, les récits, ils viennent après coup. Je ne suis pas certain, c'est une illusion rétrospective de penser que, Pierre, il y a eu un État social parce qu'il y a eu des textes fondateurs de l'État social. Non, l'État social, il a été fabriqué et ensuite on a retrouvé, on a donné de l'importance aux textes fondateurs qui le préconisaient. Donc, n'attendons pas un grand récit. Ne pensons pas d'ailleurs que ce qui est attirant dans cette fuite en avant vers l'illibéralisme ou le populisme autoritaire, c'est un récit théorique particulièrement constitué. Non, ce sont effectivement c'est une représentation idéologisée du monde. Voilà. C'est ça, au fond, que Caroline Emke nous obligeait à voir. Qu'est-ce qu'il voit que nous ne voyons pas? Il voit effectivement une approximation vague là où je vois des visages. Mais cette approximation vague, au fond, ça s'appelle l'idéologie. Et qui a la puissance financière, politique, médiatique aujourd'hui pour faire front à cette offensive massive qui, d'une certaine manière, aujourd'hui attaque les piliers de la démocratie. C'est cet espace démocratique intermédiaire entre les pratiques et le grand récit. Alors on peut parler des Jeux Olympiques, si vous voulez. Effectivement, on a mis en scène quelque chose. Et ce quelque chose, tu dis qu'il a fait couler beaucoup d'encre, enfin il a surtout convaincu, je crois. Mais qu'est-ce qui a convaincu? C'est pas un grand récit. C'est la mise en mouvement de corps assemblés, divers, qui, par le seul fait de leur mise en mouvement, disaient une chose, c'est que nous sommes différents, mais que ce n'est pas une raison suffisante pour vivre séparés. Et que ce qui nous divise, c'est un état pourri de la parole politique. Et que pour conjurer cette pourriture de la parole politique, il en faut d'autres également puissantes et également soutenues, financièrement soutenues par un espace public, médiatique, etc. C'est de ça dont on doit parler. Et puis, ce qui me frappe, mais je ne voudrais pas être trop long, mais il y a deux choses qui m'ont frappé en écoutant aujourd'hui, malheureusement, parce que je n'étais pas là hier, revenir assez régulièrement ce qui nous unit, ce qui nous sépare, régulièrement la question des gilets jaunes, qui est intéressante parce que d'une certaine manière, on l'a vite mis sous le boisseau. On s'est disputé là-dessus et on n'a pas. Et c'est le moment, en tout cas pour les progressistes de ce pays, de faire front
vers ce que Nicole Laureau appellerait le lien de division. Là, il y a quelque chose qui nous a divisés, mais qui doit faire lien dans la compréhension effectivement renouvelée du rapport. Bon, tout peu ou prou, et vous allez le dire aussi sans doute, y amène d'un partage équitable socialement de la charge de la transition écologique. Puis autre chose, en revanche, dont on parle assez peu, me semble-t-il, c'est que ce qui nous a à la fois unis et divisés, c'est l'expérience à la fois globale et discontinue du Covid, que nous avons vécu ensemble séparément, avec une aggravation des inégalités, un discours qui allait au fond à l'encontre des pratiques, et c'est ça, au fond, qui provoque la rage, au sens pasolinien, la rabia, la rage. C'est-à-dire quand, à ce point-là, la parole politique est décrochée des actes. Bon. On accuse effectivement les uns et les autres d'inconséquences de ce point de vue-là, mais je crois que politiquement, aujourd'hui, nous payons le prix de ne pas avoir pensé ce qui a occupé le langage, mais dont on n'a rien dit. C'est-à-dire cette expérience mondiale et intime. Et donc, si on doit effectivement tout reprendre, c'est depuis ces expériences, 2019, 2020, voilà, le Moyen-Âge ne nous servira à rien, donc je m'arrête là. Reprendre depuis ces expériences pour saisir, oui, encore une fois, au ras des pratiques, ce qui peut nous inspirer des solutions pour, cette fois-ci, affirmer, non pas une organisation du pessimisme, comme je le disais, mais un optimisme de méthode. Sachant que même si nous faisons là le plein de la minorité, nous détester parce qu'on est entre nous n'est pas de bonne politique, sachant que la haine de soi on finit toujours par en faire payer le prix à des plus démunis que soi, et donc c'est pas ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites, mais j'aime bien l'optimisme de la méthode. Il y a des choses qui font écho aussi à ce que vit le pacte dans ce que tu dis, notamment ce sentiment qu'il y a, y compris dans la manière de porter un projet de société nouveau, il y a une partie sans doute de la population qui ne nous entend pas ou qui ne comprend pas. Et je crois qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire. Est-ce que c'est une question de langage, c'est une question d'espace ? Donc il faut, on l'a beaucoup dit pendant 1 jour et demi, recréer des espaces d'écoute aussi différents. Et d'ailleurs, hier, il y avait une présentation d'une première exploitation des cahiers de doléances, les 400 000 qui ont été déposés de forme numérique et qui ont répondu à 80 questions. Et d'ailleurs, l'Institut Jean Jaurès qui l'a exploité disait, on s'est demandé, c'est un peu vieux finalement, en disant est-ce que ça va ? Mais en fait, c'est pas vieux du tout. Et c'est encore très présent, c'est ce que tu nous dis, et ça ne s'efface pas en fait. Et c'est vrai que ça revient, un peu comme une ritournelle, les gilets jaunes ou les conséquences du Covid. Je pense le débat qu'il y a aujourd'hui d'une pauvreté inouïe sur la question des violences qu'il y a eu et de la mort dans ce collège, lycée, de se dire l'impact de la crise Covid sur les problématiques psychiques des jeunes. On entend parler depuis des années, mais on n'a pas l'impression que c'est performatif, ça donne pas lieu à forcément suffisamment d'action, et on voit que ça traîne, et les choses comme ça, elles traînent. Il y a un autre élément qui fait écho à ce que tu dis, c'est que quand le pacte s'est interrogé sur qu'est-ce qu'il allait faire au moment des législatives, après la dissolution de la République, et on s'est dit, mais comment nous, on va pouvoir apporter notre contribution au débat public pour essayer de faire que ces idées d'extrême droite ne gagne pas davantage à ce moment clé des élections. Et on s'est dit, ça ne sera pas avec l'idéologie. Donc on s'est dit, le mieux qu'on puisse faire, nous, c'est d'abord de reconnaître une partie des souffrances, ensuite de reconnaître une partie des colères dans la société, de ne pas stigmatiser les électeurs, mais quand même, parce que nous connaissons aussi ce que le Rassemblement national vote au Parlement, ce qu'il vote à l'échelle européenne, et nous avons additionné finalement ces votes. Et nous avons montré à quel point
Ils n'étaient pas dans une logique de régulation, par exemple, des marchés, qui pourrait permettre plus de solidarité, qu'ils avaient lutté activement contre les mesures écologiques, etc., etc. Et on s'est dit, c'est peut-être comme ça qu'on peut être utile, pour que les gens sachent, finalement, au-delà de ce que tu appelais, je ne sais plus là comment tu le disais, l'expression c'est pas un récit, mais bon bref, pour que, au-delà de ce que peut-être s'imaginent les gens, ils se disent, et c'est ce qu'on a dit, c'est les mots qu'on a utilisés, l'extrême droite n'est peut-être pas la solution au problème que vous avez, et l'extrême droite n'a peut-être pas changé, contrairement à ce qu'elle laisse penser, mais par la preuve. Et je pense que les échos que nous avons eus de nos prises de parole médiatiques du pacte, à ce moment-là précis, montrent que peut-être ça a aussi convaincu un certain nombre de personnes que ce n'était pas forcément la bonne solution. Donc il faut, je pense qu'on continue à travailler dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup. Anne Bringot, donc directrice des programmes du réseau Action Climat, qui participe évidemment très activement au pacte du pouvoir de vivre. Moi, quand on a discuté ensemble, on s'est dit, il y a une question quand même. C'est-à-dire que parmi les tensions qui traversent la société, c'est particulièrement vrai en ce moment où nous nous parlons de la question écologique. Si on se place un an en arrière, on se disait collectivement, on a obtenu des avancées. On sait que s'il n'y a pas la norme, s'il n'y a pas des règles, on n'arrivera pas à protéger davantage notre planète, sur tous les sujets. Et donc, on sait qu'il faut se fixer un cap collectivement pour que pendant ce temps-là, les secteurs économiques se transforment, la formation puisse faire que ça ne fasse pas trop de dégâts sur l'emploi et qu'on puisse embarquer tout le monde dans la mise en application de ces mesures qui sont absolument indispensables, de ces défis qui sont incontournables. Et nous mettions en avant, depuis 6 ans avec le pacte, le fait qu'il fallait, au passage, accompagner les ménages modestes, accompagner les ménages les plus pauvres, pour ne pas que ce soit ceux qui souffrent en premier du sujet. J'ai là un tract de reconquête sur l'attaque aux ZFE. Et les arguments qui sont avancés, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui recevait ça ou que moi, ça m'inquiète. Mais en tout cas, je l'ai reçu. Et puis je vois ce truc, non, aux ZFE. Puis à la fin, je vois un tout petit, c'était reconquête avec un QR code, machin. Mais les arguments, ce sont les arguments de l'exclusion sociale, si vous voulez. Donc je me dis, quand on est à ce niveau de responsabilité qui est le vôtre au RAC, parce que vous fédérez différentes organisations, comment on fait, selon toi, comment on fait, selon vous, pour sortir, dépasser ces tensions, dépasser ces divisions et embarquer tout le monde, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc il va bien falloir qu'on trouve les voies et moyens pour y parvenir. Tout à fait. J'ai la solution miracle. Non, je vous rassure. Mais tu as bien fait de partir du constat, parce que je pense que ce constat, il faut quand même le rappeler, hein, on a eu 137 records de chaleur battus le 30 mai dernier dans le sud-ouest de la France. On a des orages de plus en plus violents et meurtriers, on en a vu encore récemment. On a vu le cyclone à Mayotte récemment. On a vu les glaciers qui s'effondrent, des villages emportés, un village emporté en Suisse. On voit les incendies au Canada, les fumées qui arrivent jusqu'à chez nous. Et dans les pays les plus pauvres, avec les populations les plus vulnérables, les catastrophes sont encore bien plus dramatiques. Donc l'enjeu, il est toujours là. Et ce que nous disent les études d'opinion, contrairement à ce que veut nous faire croire le débat politique, c'est que la conscience et la préoccupation pour ces enjeux climatiques et environnementaux ne baissent pas dans la population française, malgré le reste de l'actualité qui n'est pas beaucoup plus réjouissant. La préoccupation pour le changement climatique, elle reste toujours aussi présente, avec juste une différence, c'est que la préoccupation pour le changement climatique en soi baisse un peu, mais il y a un transfert de cette préoccupation vers une préoccupation pour les catastrophes naturelles. Pourquoi ? Parce qu'avant, le changement climatique, c'était pour les générations futures, ou c'était dans les pays du Sud, ça paraissait très loin. Maintenant, c'est ici et maintenant. C'est très concret. Et donc, dans la population, il n'y a pas du tout de recul de cette préoccupation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce qu'on appelle ce backlash écologique, c'est-à-dire un recul
des politiques écologiques, alors que la préoccupation, elle est toujours là, et que le changement climatique, il est toujours là et toujours aussi punitif. Il faut regarder un peu le rôle de l'extrême droite. L'extrême droite se fiche complètement de l'écologie. L'extrême droite s'intéresse qu'à l'immigration, la sécurité, mais l'extrême droite a besoin d'avoir plus de monde et donc surfe sur toutes les colères. Et tu l'as illustré avec les ZFE, quand des politiques environnementales sont mises en place sans qu'il y ait les vraies mesures d'accompagnement pour que les personnes puissent continuer quand même à circuler, à aller travailler, etc. Le gouvernement a supprimé la prime à la conversion cette année. Eh bien, évidemment, ça crée des colères et l'extrême droite surfe sur ces colères. Pas très très étonnant, et s'il y avait que l'extrême droite, on pourrait se dire so what. Le problème, c'est que la droite traditionnelle, elle court après l'extrême droite sur ce même terrain de critiquer la transition écologique, et même ce qu'on appelle le bloc central, donc les partis plus centraux, le Modem, Renaissance, etc., ils commencent aussi à tanguer. Alors là, on se pose une vraie question. Et comment on fait par rapport à tout ça ? Nous, on s'est beaucoup posé de questions au réseau Action Climat. On a un réseau de 27 ONG, la plupart des associations de protection de l'environnement, des associations de solidarité internationale, des associations de lutte contre la précarité. Et aux dernières élections législatives, après la dissolution, on a eu quand même un vrai coup sur la tête, parce que tout à coup, on s'est dit l'extrême droite peut arriver au pouvoir. On savait qu'elle avait monté. Mais à ce point-là, on ne l'avait pas compris. Et donc, on a fait une pause en septembre, on a réfléchi, et on s'est dit, on va analyser. Qu'est-ce qu'on a raté ? Et il faut déjà accepter le fait de se dire, on a raté des choses. Je pense qu'on peut tous se le dire, d'ailleurs, collectivement. Et l'une des choses que nous, en tout cas, on a raté, c'est qu'on avait essayé de s'occuper des préoccupations des ménages les plus précaires, les plus pauvres. Le Secours catholique, par exemple, est membre du réseau Action Climat. On avait travaillé avec la Fondation pour le logement, avec ce FAP, depuis longtemps sur les enjeux aussi de bâtiments. Mais par contre, la classe moyenne, Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès parlait hier des gens qui vont dans les PMU, qui font dans la danse country. Ces gens-là, on ne les avait pas du tout dans notre radar. Et en fait, on n'entendait pas leurs préoccupations, leurs sentiments de déclassement, et le fait que les mesures que l'on propose, à la manière dont on les formule, par exemple sur la voiture, dire stop à la voiture, quand on habite en milieu rural et qu'on a besoin d'une voiture pour aller faire 80 km pour aller travailler, c'est juste quelque chose qui paraît inaudible. Et donc, on a décidé d'écouter les personnes des classes moyennes davantage. Donc, on va mettre différents processus pour ça, pour pouvoir intégrer cette écoute dans nos propositions. Donc ça veut dire qu'on va les formuler différemment et qu'on va avoir des mesures d'accompagnement spécifiques pour ces publics-là. Donc ça va changer notre manière de faire du plaidoyer, puisque notre métier à nous, c'est d'essayer d'influencer les politiques publiques par du plaidoyer. Un autre axe de notre plan stratégique, c'est de construire un nouveau projet fédérateur. Notre métier, comme je vous le disais, c'est d'essayer d'avoir des articles dans des lois qui aillent vraiment dans le sens de la transition écologique. Bon, actuellement, au niveau national, c'est un peu bloqué, ça ne vous aura pas échappé. Donc, on va se projeter plutôt sur les prochaines élections municipales, nationales, en créant un projet, en rappelant le sens, l'enjeu, pourquoi on fait ça, et en rappelant pourquoi c'est un projet qui est fédérateur et qui concerne tout le monde. Et le fait que vous soyez nombreux aussi montre ici que c'est vraiment un projet fédérateur. Parce qu'en fait, ici, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais il n'y a franchement pas grand-chose qui nous divise. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup plus de commun et qu'on peut porter quelque chose. Maintenant, comment faire pour porter ce message d'espoir ? Je pense qu'on peut le faire à plusieurs échelles. Dans l'atelier que j'animais précédemment, il y avait quelqu'un du groupe local du Pacte du pouvoir de vivre de Redon qui a mis en place des solutions de mobilité en milieu rural, avec des véhicules, avec aussi les cars scolaires tout simplement, qui peuvent emmener les gens qui veulent aller en ville. Donc il y a des solutions qui se mettent en place à démultiplier. Il y avait aussi Terre de Liens. On pourrait parler d'initiatives sur les énergies renouvelables. Il faut démultiplier ces initiatives. Elles ont un rôle, elles montrent l'exemple sur ce qu'on peut construire ensemble. Il faut aussi qu'on se rassemble au niveau national, et ça, le Pacte du pouvoir de vivre nous permet de le faire avec d'autres initiatives, et c'est extrêmement important. Et il faut appeler les politiques à la responsabilité, puisqu'en ce moment, ils ne sont absolument pas responsables. Ils sont irresponsables avec toutes les mesures qu'ils prennent, notamment de recul sur la transition écologique, mais également sur l'accompagnement social, et je ne parle pas de la solidarité internationale. Donc le temps n'est plus à « on n'y peut rien ».
Le temps n'est plus au bouc émissaire. Le temps maintenant, c'est celui de nous lever et de le faire ensemble pour porter cet espoir. Et je pense qu'il est largement le temps de le faire. Merci. Le temps est venu de nous lever. Vous restez assis. J'entends plusieurs choses. Qu'il ne suffit pas de partager le diagnostic et la nécessité d'agir pour que ça suffise à produire des effets positifs. C'est important. J'entends une deuxième chose qu'on a beaucoup entendue. Vraiment, et je trouve que sur la question écologique, c'est vraiment important, décider d'écouter ou de réécouter tout le monde. C'est vraiment précieux. Parce que je pense que, alors nous, on pense qu'on est quand même plus proche des territoires, les organisations, les quartiers populaires, en milieu rural, partout, dans les métropoles, en outre-mer, etc. Oui, bien sûr. Mais peut-être que ça ne suffit pas non plus. Peut-être qu'il y a une autre écoute. Et l'axe que tu nous proposais tout à l'heure, de dire, mais pourquoi pense-t-il comme ça? Ou comment pense-t-il cette chose-là que moi je pense comme ça? Donc déplacer un peu notre regard, déplacer peut-être aussi notre écoute, pour modifier aussi notre discours et notre capacité à susciter un effet d'entraînement. Il me semble aussi que dans les exemples, enfin le dernier point que tu viens d'évoquer en disant donner à voir que c'est possible et qu'est-ce que ça permet de faire. Nous on a un exemple que porte le pacte et que portent aussi les organisations sur le logement, on est en train de commencer à évaluer l'efficacité de l'encadrement des loyers. Et il n'y a pas plus tard que 3 jours, on était avec toutes les villes qui ont mis en place l'encadrement des loyers pour regarder ce que ça avait produit. Eh ben, ça a donné quand même 1600 € en moyenne dans les villes où c'est mis en application par an à ceux qui sont locataires. Et puis ceux qui ont fait valoir leurs droits parce qu'à un moment ils ont trop donné, c'est des montants importants. Alors c'est pas seulement la question de la cagnotte financière, mais enfin, quand on sait que c'est le premier poste de dépense des ménages, voir que tout d'un coup, on a un outil de politique publique qui clairement a une fonction structurelle sur les marchés immobiliers et en même temps renvoie à une réponse pour les personnes parce que le logement est trop cher dans les secteurs tendus, hein, ceux qui sont ciblés par la loi sur la base du volontariat des communes, ça change complètement le regard. Les locataires qui étaient là, les étudiants qui étaient là, qui disent un jour quelqu'un m'a parlé, un jour j'ai lu dans le journal que en fait mon loyer il était, je payais 900 € pour 14 mètres carrés. Puis en fait non, c'est 600 le maximum. Et donc tout à coup, mais c'est pas possible, quelqu'un va le faire baisser. Bah oui, quelqu'un l'a fait baisser. Parce qu'un certain nombre de villes se sont équipées de ça, pour accompagner les personnes, pour faire valoir leurs droits et pour dire aux propriétaires quelles sont leurs responsabilités. Et donc je pense qu'on a aussi là montré que l'action publique, elle peut fonctionner à travers un certain nombre d'exemples sur la question écologique, sur la question sociale. Et puis, il y a 2 points que vous avez aussi dit à différents moments, mais qui reviennent très fortement dans le débat, et je vais vous donner la parole, mais c'est cette question des enjeux médiatiques. Je ne veux pas qu'on traite là, mais il me semble que pour nous tous, il y a là un chantier monumental. Je ne parle pas simplement de la manière dont certains sont venus acheter les médias pour faire partager leurs idéologies. Plus globalement, on a un problème. Et là, il va falloir que la recherche nous aide aussi à comprendre ce que nous pouvons faire, nous, organisation de la société civile. Et c'est peut-être un des chantiers qui me paraît important. Évidemment, l'appel à la responsabilité du politique, ça a été aussi très fréquent depuis 2 jours. Là, on en parle beaucoup, c'est compliqué. On l'a dit, hein, on n'est pas un parti politique, on n'a pas de candidat, donc on est à notre place. Mais enfin, on fait quand même tout ça pour qu'au bout du compte, il y ait des réponses, il y ait des solutions, et que les responsables politiques s'en saisissent. Et le sentiment que l'on a dans certaines tables rondes de ces 2 jours, c'est que quand même la volonté de certains d'avoir enjambé la société civile organisée est destructrice. En tout cas, elle est porteuse de troubles. Et du coup, ça nous met dans une situation difficile. On le voit bien dans les débats. Ça nous met dans une situation difficile parce que dans une société qui marche, normalement, ce que nous voyons, ce que nous faisons remonter, la parole des gens, ou les gens qui prennent la parole, ou ceux qui marchent, ou ceux qui ne marchent pas, ou etc., doit être saisi par le politique. Donc il y a aussi une question qui va nous être posée pour la suite, c'est de se dire, quand on a un exécutif qui ne veut pas nous écouter, qui nous enjambe, comment on fait? Et c'est cette question, elle a été omniprésente. Et comme évidemment elle nous bouscule, parce que c'est pas comme ça que ça devrait marcher normalement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il va nous falloir là aussi trouver les bonnes solutions. Vous avez été remarquable sur la maîtrise du tempo, hein, franchement.
Ce qui veut dire que nous avons 40 minutes, c'est riche, pour pouvoir échanger avec vous. On va faire ça par 3 vagues de questions, enfin des vagues de 3 questions. Et ensuite, ceux qui veulent répondre, répondront. Je ne vais pas vous demander à chacun de répondre à toutes les questions, mais on va faire ça à la bonne franquette. C'est le dernier grand atelier. La parole est à vous. Merci, c'était ça le truc de Reconquête. S'il y en a qui veulent le consulter. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Oui, au milieu, madame. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Non, si c'est bon. Voilà, c'est mieux. Bonjour. J'avais une question, alors un peu pour tout le monde, mais peut-être aussi un peu plus pour Monsieur Boucheron. Quand on parle de récit, j'ai fait un peu de politique publique et il s'avère qu'il y a beaucoup d'instruments de planification territoriale, que ce soit les plans climat, les schémas de cohérence territoriaux ou le SRADET au niveau régional. Et donc, à chaque fois, il y a cette démarche de prospective où on se fixe un objectif et on essaye de créer un récit. Et finalement, après, le politique, ce qu'il fait, c'est de choisir par quel biais, par quel chemin il va arriver à cet objectif. Au niveau national, c'est peut-être d'ailleurs un peu ce qui manque, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et du coup, quand on construit ce récit, souvent il y a les personnes publiques associées, donc les associations qui participent. Est-ce qu'il n'y a pas... déjà, quelle est la vision des associations qui sont présentes par rapport à cette construction de récit, et comment on peut faire pour que ce récit soit plus inclusif et soit finalement porteur d'unité et pas de division. Merci. Merci beaucoup. Allez, dans l'allée à droite. Personne dans l'allée à droite? Alors. Eh ben voilà. Madame, derrière. Oui, bonjour à tous. Je suis très impressionnée. Je ne prends jamais la parole en public. Eh ben c'est bien. Mais là, je venais de terminer récemment le dernier livre de Cyril Dion, Manifeste pour une résistance contemporaine. Et j'avais été très contente d'y lire qu'il fallait un récit. Il se posait les questions de pourquoi les gens, l'écologie, ça ne les embarque pas plus que ça. Et depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils militent, pas grand-chose n'avance. Et donc, il pensait que finalement, il fallait un récit. Oh, je me disais, oui, il a raison et tout. Monsieur Patrick Boucheron vient de percuter mon... Voilà. Et j'entends ce que vous dites, qu'effectivement, le récit s'inscrit après. Et alors, au final, moi, je pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire comme Harvey Milk, qui a essayé de se faire élire en proposant des programmes sociaux, plein de choses pour la ville où il voulait être élu. Et au final, il a interrogé les gens et il s'est aperçu qu'il y avait des sujets très précis qui intéressaient les gens, et notamment les crottes de chiens. Et il a fait sa campagne sur les crottes de chiens et il a été élu. Alors je me demande si finalement on ne peut pas embarquer les gens, alors pas sur les crottes de chiens, mais sur par exemple l'eau qui finalement on va ouvrir notre robinet et puis on va bouffer des PFAS, du cadmium, ou alors sur le blé, les céréales de nos enfants, le pain, enfin de prendre comme lui un petit quelque chose qui touche les gens et qui fait le récit, enfin qui fait le job. C'est une question. Merci beaucoup. Une troisième question? Madame. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour la qualité de ce débat et des échanges. En fait, moi, j'ai une boule au ventre, une forme de frustration. Je nous entends beaucoup parler quand même de l'extrême droite. Moi, au bout de ma rue cette semaine, il y a une association qui a organisé une semaine entière qui s'intitule « Mettre en dérive le fascisme ». Et en fait, dans ces locaux associatifs, nous, on organise notre association qui est un groupement d'achat solidaire où on achète nos biens de consommation ensemble, on essaye d'acheter local, on essaye d'acheter écologique, etc. Et il y a eu un débat. Est-ce qu'on soutient ou pas
cette semaine, mettre en dérive le fascisme. Et comment on pourrait le faire? Ça a fait question. Ceux qui étaient plus du mouvement écologiste disaient, mais en fait, oui, mais moi, je sais pas, je suis pas à l'aise avec cette notion d'antifascisme, comment on se positionne. Quand d'autres disent, mais on peut pas être contre une semaine qui veut mettre en dérive le fascisme. Donc, en fait, il y a, je trouve quand même, des choses à faire, nous aussi, en termes d'alliance. Et il faut aussi, nous, un peu, nous, entre guillemets, déniaiser sur ceux qui sont en face. J'ai entendu qu'il ne fallait pas avoir la haine de soi et qu'il fallait essayer, nous, de ne pas dire toujours qu'on ne fait pas bien, qu'on n'écoute pas toujours, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit que ça. Et du coup, j'aimerais bien qu'aussi on se demande, nous, dans nos organisations respectives, qu'est-ce qu'on fait pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer en ce moment? Et comment nous aussi, on essaye dans nos organisations de nous organiser, de prendre conscience du langage de l'autre, de prendre conscience aussi de ce qui est en train de se passer. Je suis désolée, quand un ministre de l'Intérieur ose dire que l'état de droit, ce n'est pas forcément la solution, c'est quand même questionnant. Donc, voilà, je suis désolée, mais moi, j'aimerais quand même qu'on parle aussi de ça. Merci beaucoup. Je propose que Patrick, tu commences, si tu veux bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu comme ça. Donc voilà, mesdames, veuillez m'excuser, mais quand même. Rapidement, oui, je comprends votre boule au ventre, madame. C'est comme dans le rivage des Syrtes de Julien Gracq. À force de craindre un événement qui va arriver, on ne comprend pas qu'il est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je veux dire, on a voté contre le Rassemblement national et on a un ministre de l'Intérieur qui est plus à droite que le Rassemblement national. Donc, de toute façon, on en est là. Bon. Et donc, on ne peut pas continuer à craindre quelque chose comme une sorte de menace terrible qui risquerait de nous tomber sur la tête venue d'ailleurs, alors que tout le secrète effectivement de l'intérieur. Bon. Ça ne veut pas dire effectivement qu'il ne faut pas de récit. Je réponds rapidement, moi j'étais un petit peu rapide, c'est juste parce que je faisais remarquer, je m'interrogeais sur cette lancinante reprise d'un discours qui explique au fond toutes les difficultés de la gauche, en particulier de l'écologie politique. Pourquoi l'écologie politique n'est nulle part au pouvoir dans aucun pays et pourquoi même elle s'éloigne du pouvoir parce qu'elle n'a pas de récit désirable, etc. Mais sauf que de dire il nous faudrait un récit revient toujours à remettre à demain la solution de nos problèmes d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc jamais personne, on est bien d'accord qu'il faut des universitaires, qu'il faut des créateurs, qu'il faut des artistes pour penser notre monde, mais il n'y a aucun artiste qui se met à sa table de travail en disant je vais essayer d'inventer un récit. Non, on fait récit de ce qui nous hante, de ce qui nous mobilise, de ce qui nous unit et nous divise en même temps. Au passage, si on veut retourner le stigmate, c'est toute la question. Jusqu'où on va dire on est woke, on est ceci, on est cela. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un mot, un seul mot, à partir duquel on peut reconstruire, parce que c'est de cela, effectivement, que je crois on parle, qui est devenu un repoussoir pour la droite et l'extrême droite, c'est diversité. Voilà. Les historiennes et les historiens qui sont réunis ici sont régulièrement taxés par le Figaro d'historiens du régime diversitaire. Ça, je crois que mettre la diversité comme valeur universalisable à défendre démocratiquement, ça peut nous réunir. C'est le début, sinon d'un récit, du moins d'un langage commun. Et ce langage commun, effectivement, il faut le reconnaître là où il est, chez nos contemporains, y compris ceux qui voient des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas dans leur représentation du monde. Voilà ce que je voulais dire. On a beaucoup parlé du racisme aussi aujourd'hui. Il y a deux
politiquement, effectivement, il faut sortir de la tenaille entre, évidemment, on le voit bien, la droite qui pousse continuellement en disant « mais oui, c'est bien, vous êtes raciste, vous avez raison, continuez ». Et la gauche qui dirait « ah là là, vous êtes de plus en plus raciste, ça va pas ». C'est quoi la solution? C'est de dire « mais non, vous n'êtes pas raciste, vous croyez l'être. Vous avez une représentation imaginaire du monde raciste. On pourrait en parler, elle vient de loin, elle vient du passé colonial impensé de la France. Mais comment vivez-vous? Et avec qui? Ah oui, mais c'est pas pareil, celui-là, il est sympa. Bah oui, mais justement, de proche en proche, au plus près des expériences, de la diversité des vies, essayer de faire comprendre que nous vivons, pas simplement dans cette salle, mais très largement dans ce pays, une vie qui n'est pas conforme à la représentation idéologique, politiquement dominante qu'on en donne. Voilà. C'est pas nous. La manière dont on parle de nous à longueur de journée dans les médias, c'est pas nous. Et tu parlais effectivement de l'effet Jeux Olympiques. On ne l'a pas rêvé, on ne l'a pas halluciné. Ce qui s'est donné à voir et à vivre, hein, c'est nous en mieux. Mais c'est bien nous. C'est bel et bien nous. Et donc, toute la question ensuite de savoir qu'est-ce qu'on en fait collectivement. Merci beaucoup. Merci, merci. Je pense que tu as pu t'expliquer. Claire, il y a eu une question sur l'atteinte à l'état de droit. Les atteintes à l'état de droit, y compris portées au plus haut niveau politique, de façon totalement assumée, y compris dans des exécutifs récents. Qu'est-ce qu'on en pense quand on est défenseur des droits? C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur finalement c'est quoi une démocratie et comment on explique grand public ce qu'est une démocratie et pourquoi c'est important de faire de l'éducation au droit. Non, mais je crois, moi, par rapport à tout ce qu'on se dit là, c'est que moi, quand je viens dans ce genre d'endroit, ça me fait du bien. Enfin, je me dis, on est nombreux, en fait, à penser qu'on peut vivre dans un monde différent, et évidemment, moi, avec mon angle qui respecte les droits des personnes. C'est sûr que c'est plus euphorisant que quand je sors de commission des lois au Sénat de mercredi matin, où je ne vous cache pas que, en fait, par rapport à ce que vous avez dit, oui, je suis effrayée de ce que j'ai pu entendre. Mais moi, je me dis, vous avez été plusieurs à dire, enfin, on n'arrive pas à convaincre, on est dans une phase de backlash, pas qu'écologique, hein, sur les droits de l'homme aussi. Hein, voilà. Il faut se le dire, on a été dans une période faste de progrès. On est dans un petit retour en arrière, mais on résiste. Donc moi, je ne suis pas pessimiste parce qu'on est nombreux à résister. Et maintenant, il va falloir avancer. Et je suis assez d'accord avec Lou qu'il va falloir avancer avec des choses très concrètes. Et cette question d'accès à l'eau, c'est assez intéressant parce que nous, ça fait partie d'une des décisions qu'on a rendues à Mayotte sur cette question d'accès à l'eau et sur comment nous, ce qu'on a trouvé que c'était très mal géré en termes de droit parce qu'il n'y a pas eu de consultation de la population. Et que si on avait consulté la population pour savoir ce qui était mieux dans les tours d'eau, parce qu'évidemment qu'il fallait faire des tours de l'eau, au bout d'un moment, il n'y avait pas suffisamment d'eau potable pour tout le monde. Donc oui, il fallait faire des tours, mais en informant suffisamment bien la population et en la consultant. Et donc oui, en accrochant la population avec des choses excessivement concrètes et aussi concrètes sur la question des droits. Moi, j'ai une immense difficulté, c'est comment faire comprendre au grand public que quand on commence à toucher les droits de certains, en fait, ça s'élargit aux droits de tous. Et c'est ça, je ne sais pas comment le faire comprendre. Vous avez vu l'accroche que j'essaye de prendre sur la question de discrimination par le handicap, parce que ça, normalement, à peu près tout le monde est d'accord qu'il faut faire de l'inclusion des personnes handicapées, même à droite, hein, voilà, sur la question diversité, là, il n'y a pas de doute. Et donc, de montrer comment on touche à un des critères, on touche facilement aux autres. Mais sur la question, les atteintes aux droits, en ce moment, franchement, des personnes étrangères en France, c'est quand même gravissime ce qui se passe.
Voilà. Les atteintes aux droits des personnes précaires, la loi sur le plein emploi, et qu'est-ce que ça va générer ces 15 heures d'activité en termes de radiation, c'est excessivement inquiétant. Mais comment faire comprendre que quand on touche à ces droits de ces personnes-là, ça va atteindre petit à petit les droits des autres? Alors ça, mais bon, voilà, je vous dis ça, je ne sais pas non plus comment faire passer ce message-là, comment essayer de faire comprendre. Je vois bien, par exemple, dans les discussions que je peux avoir avec les politiques, sur le travail de l'institution, sur le terrain, avec nos délégués, sur des droits d'usagers de services publics, là, c'est accepté par tout le monde et considéré comme bien de rétablir des gens qui ont du mal avec l'assurance maladie, avec les impôts. Mais dès qu'on parle droits des étrangers, dès qu'on parle liberté de manifester, liberté associative, je vous redis que je suis inquiète, moi, sur la liberté associative, sur la question de la signature du contrat d'engagement. Si vous voyez des choses, je vous en supplie, on a besoin de preuves, hein, c'est ça notre méga problème. Mais dites-le nous parce qu'on n'a pas de doute et on avait alerté à ce moment-là. Voilà. Mais mon message, il se veut aussi positif parce que je suis absolument convaincue qu'on est dans une phase un peu difficile. On est en défense, vraiment. On était en attaque sur les droits, on est en défense, mais on est nombreux à être en défense. Donc on peut peut-être avancer. Merci pour cette note d'optimisme qui rejoint aussi ce que disait Najat Vallaud-Belkacem ce matin. En disant non, mais évidemment on est dans un moment extrêmement troublé, mais il y a des ressources, y compris institutionnelles, bien sûr ici, bien sûr dans beaucoup d'endroits, mais quand même. Et on va les utiliser au maximum. Tu voulais intervenir, Maëlle, et puis après Anne, et on refera un petit tour de questions. Oui, très rapidement, vu que je parle vite, ça devrait aller. Plusieurs choses. Déjà, pour répondre sur un peu les questions de récit, je pense qu'au-delà de la construction initiale du récit, il y a aussi comment on le fait passer, et notamment en touchant aux personnes. Et je pense que on ne peut pas faire passer les choses de la même manière en fonction du public qu'on a en face de nous. Et ça, je pense qu'on le voit bien, moi en tout cas dans mon organisation, je le vois bien, entre la pluralité de personnes qu'on va avoir, de leur passif, de là où ils viennent, de leur contexte familial, social, etc. Juste, on n'a pas du tout le même a priori sur les choses. Et donc, il ne faut pas forcément prendre le même chemin d'entrée pour faire passer des messages. Et ça va pouvoir faire le lien avec la dernière question qu'il y a eu sur justement cette boule au ventre que moi aussi j'ai déjà ressenti en entendant des associations qui se posent des fois la question de est-ce que c'est leur rôle ou pas d'afficher qu'elles doivent lutter contre l'extrême droite. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, cette boule au ventre, je l'ai plus parce que je suis un peu passée au-dessus en me disant que ça fait des années qu'on dit publiquement qu'on lutte tous contre l'extrême droite et je pense pas que ça les empêche de monter aujourd'hui. Donc je me dis que peut-être que ces assos-là, ce qu'elles font de plus utile pour lutter contre l'extrême droite, c'est ce qu'elles font déjà tous les jours, en permettant à des gens de se rencontrer, en touchant des personnes qui, même des fois, au sein de ces assos, moi j'ai déjà eu des bénévoles au sein d'assos même du réseau de la FEJ, qui votent extrême droite, qui votaient extrême droite en rentrant dans le réseau, et sans comprendre la contradiction avec leur action de bénévole dans une épicerie solidaire, ou sans comprendre leur contradiction même avec leur action d'association. Et une fois qu'on a dit ça, c'est comment on passe le cap de bénévoles, de personnes engagées dans ces associations-là, en leur faisant comprendre déjà à elles que leur action, elle va aux antipodes même des idées qui sont prônées par ces partis-là. Et je ne suis pas sûre que ce soit toujours le plus utile, des fois, d'afficher frontalement qu'on est contre l'extrême droite, mais peut-être plutôt de passer par d'autres portes. Et il y en a plein des portes, ça va être les discussions, les événements qu'on va créer. Et je pense que oui, des fois aujourd'hui, je me sens plus utile pour lutter contre l'extrême droite en allant rencontrer des gens sur le terrain, en allant faire juste des moments où on va parler avec des personnes qui ne sont pas forcément convaincues que c'est la bonne solution de ne pas voter extrême droite aux prochaines élections. Je me sens plus utile qu'en faisant un communiqué de presse en disant que je lutte contre l'extrême droite aujourd'hui en faisant ça, parce que je sais que ce communiqué, il touchera malheureusement des personnes qui souvent sont déjà convaincues qu'il faut lutter contre l'extrême droite. Et donc je pense que ça peut même permettre de toucher au-delà ces publics-là. Et ensuite, je pense que c'est la responsabilité des organisations, des associations, de faire en sorte de passer ce cap-là et de permettre à tous ces bénévoles, toutes ces personnes qui participent à des événements, de faire comprendre que factuellement, c'est aux antipodes de l'extrême droite et que si demain l'extrême droite arrive au pouvoir, peut-être même que les associations que nous sommes et les organisations que nous sommes n'auront plus la possibilité d'agir, n'auront plus la possibilité juste de faire cette action qui tous les jours va nourrir tel bénévole, ou tu ne pourras plus t'engager dans ton asso de cette manière-là, parce qu'en fait peut-être que cette action-là elle sera plus financée, elle pourra plus exister. Et je pense que ça c'est des choses qu'il faut réussir à expliquer. Et ça passe nous on a des moments de formation où l'approche elle va plus être concrètement, au lieu
de juste faire des choses très descendantes tout en expliquant. C'est, je sais pas, des temps de formation beaucoup plus éducation populaire, des mises en situation, montrer ce que c'est aussi le recul des libertés associatives directement par des temps type Serious Game ou des choses comme ça lors de nos événements et de nos événements démocratiques et nos événements de formation. Et moi aujourd'hui j'ai l'impression que ces actions de formation, ces actions qu'on peut faire en allant voir les personnes sur le terrain, elles sont profondément plus utiles pour gagner des fois cette bataille-là, même si on a l'impression qu'on touche pas beaucoup de personnes, mais je suis presque sûre que les événements comme celui-là, ils servent à donner de l'espoir. Et vu toutes les personnes qu'il y a dans cette salle, si on fait toutes et tous l'effort de se dire que tout ce qu'on a appris sur cet événement, il nous sert au quotidien pour aller convaincre les personnes qui sont pas convaincues, je pense que là, pour le coup, ça peut être réellement utile. Et oui, c'est difficile d'aller voir les personnes pas convaincues parce que c'est difficile de ne pas être d'accord et de sortir de ce cercle-là. Mais je vous assure que derrière, on se sent beaucoup, beaucoup plus utile en allant vers ces personnes-là. Et ben voilà. Anne, tu voulais compléter sur un certain nombre de points et après on va se refaire un petit tour de Juste questions. rapidement, je pense que quand même que c'est important qu'on se dise entre nous qu'on est antifasciste et que ça fait partie de ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Alors après, est-ce qu'on va le porter comme un étendard partout, c'est une autre question. Mais en tout cas, le dire et l'affirmer, en tout cas au Résurrection Climat, on a pris des positions très claires aux dernières législatives pour dire qu'il fallait voter contre l'extrême droite et on l'a assumé très fortement. Et ensuite, je pense qu'il faut l'étayer, effectivement, montrer, y compris dans l'électorat d'extrême droite, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que propose l'extrême droite. Et en tout cas, beaucoup de gens sur mon domaine, donc sur le climat, il y a des gens préoccupés par le climat qui sont tentés par un vote extrême droite et qui ne savent pas que ce que propose l'extrême droite est complètement à l'opposé. Et nous, on fait des analyses de programmes à chaque élection. On montre évidemment que l'extrême droite, c'est une catastrophe pour le changement climatique et dans chaque domaine, chacun peut démontrer que malheureusement, c'est une voie sans issue et que ce n'est pas l'extrême droite qui va répondre aux problèmes concrets des Français. Sur le récit, juste une chose, il y a cette question de l'imaginaire, je pense quand même à travailler le lien avec le milieu culturel. Je pense que c'est extrêmement important. Quelqu'un parlait ce matin d'un livre, Le ministère du futur. Je pense que ce type de livre qui permet de se projeter sur un monde où le changement climatique s'emballe peut aussi avoir son rôle. Mais il y a aussi la question de la capacité à agir. Quand on fait des études d'opinion sur l'électorat d'extrême droite, on voit que ce qu'ils pensent, c'est que prendre des mesures contre les immigrés, c'est facile, on va y arriver. Prendre des mesures pour arrêter le néolibéralisme, c'est pas faisable, on va pas y arriver. Prendre des mesures pour arrêter le changement climatique, c'est pas possible parce que c'est les Chinois, c'est global, etc. Et donc, il va falloir qu'on arrive à démontrer la faisabilité de ce qu'on propose par rapport à d'autres pans. Et peut-être que le faire peut partir effectivement de certains points. Et l'eau est effectivement un des sujets de préoccupation premier. Donc ça peut être peut-être un moyen de montrer concrètement que oui, on peut agir, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, merci. Et ça fait écho à la question aussi de l'eau. C'est intéressant, des collectivités, par exemple, qui rendent gratuits les premiers mètres cubes, considérant que c'est un bien de première nécessité. Et plus on utilise de l'eau, par rapport à la taille de la famille, parce qu'on remplit sa piscine, parce qu'on lave 12 fois son SUV par jour, plus c'est cher. Et que le système s'équilibre à peu près. Enfin, on voit et que là, c'est aussi des choses qui à la fois nous permettent de parler de la question écologique et de l'importance de l'eau et de la question de l'accessibilité aux besoins de première nécessité de chacune et chacun. Alors, on va faire un truc, ça va être un chantage inouï. On va vous redonner la parole. Si les questions sont courtes, il y en aura 3. Si elles sont longues, il y en aura 2. Allez-y. Allez, on va madame et puis madame devant, qui avait levé la main aussi tout à l'heure. Allez-y, madame. Alors, je vais essayer de battre le record de vitesse. Juste une petite remarque sur les récits pour introduire ma question, qui était que je pense que nous sommes tous insérés les uns et les autres dans des grands récits. Et ça, c'est vrai depuis le début de l'humanité. On a des identités narratives qui se nourrissent de tous ces grands récits. Et que peut-être, plutôt que d'en écrire, ce qui est important, c'est de les faire dialoguer entre eux et d'écouter nos récits collatéraux dans lesquels il y a sans doute à prendre. Et du coup, pour faire se dialoguer ces récits, moi, il y a ma petite boule au ventre à moi, c'est celle de la vérité. Peut-être ce qui pourrait nous unir, c'est la question de la vérité. Ma question aux interlocuteurs, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui
pour faire un pas en avant sur la vérité, pour augmenter le partage de données fiables, pour faire que les débats au Parlement ne puissent plus s'effectuer, y compris, comme je pense notamment au combat de François Héran qu'on écoutait tout à l'heure, autour de données qui sont des contre-vérités, c'est-à-dire où des parlementaires, autour d'un texte de loi, échangent des contre-vérités factuelles qui pourraient être démontrées en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'unir plus autour de la vérité? Merci. Merci beaucoup. Madame. Alors, bonjour. Moi, je fais partie de la moitié de la population. Tout simplement, je me sens très seule pourtant et très solitaire. Je n'arrive pas à adhérer à une association parce que voilà, j'ai été traumatisée par une agression, un viol. J'ai porté plainte. J'ai été soutenue par l'avocate Anne Bouillon à Nantes. Il y a eu 2 procès. Il a pris 10 ans. Et voilà, c'est pour souligner que bon, quand on peut faire valoir le droit, il faut le faire. Ça coûte très cher personnellement. Enfin voilà, ça m'a bouffé. Je n'ai pu que me séparer de ça qu'en faisant le récit justement par écrit de ce qui m'est arrivé et aussi de tout ce qui m'est arrivé avant, comment j'ai pu me retrouver dans cette situation. Et j'ai pu faire le récit de ce qui m'est arrivé enfant quand j'ai été maltraitée par mon institutrice pendant 6 ans, il y a eu beaucoup de choses, j'ai eu un cancer, enfin voilà, et tout ça pour arriver à dégager des choses qui devraient nous toucher tous. C'est-à-dire le problème de la médecine, parce que bon, j'ai eu des problèmes de médecine qui n'ont pas été résolus. C'est des maladies complètement, qui ne sont pas comme l'endométriose, des choses comme ça. J'ai eu les problèmes de droit, parce que bon, c'est pas facile de trouver des avocats, c'est pas facile de se dépatouiller dans le droit. J'ai des problèmes aussi avec l'éducation, même si j'ai fait des études. Je me suis battue pour faire des études et tout. Et voilà, même avec un parcours personnel, on arrive quand même à se retrouver avec des volontés de vouloir dire des choses. Même sans association, j'ai essayé d'écrire. Il est en cours. Et j'arrive même à vouloir, avec mes recherches aussi personnelles sur toutes les situations qui peuvent s'avérer sur les femmes, par exemple, à démontrer que c'était un problème de virilisme, de machisme, de masculinisme, qui est vraiment très, très prégnant aujourd'hui, et même dans l'extrême droite aussi. Donc, on en revient toujours au même sujet. Et donc, un mal de vivre, des problèmes de mal de vivre et de mal de vivre mentaux. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que on se retrouve quand même tous dans le sens de vouloir reprendre reprendre le pouvoir sur nos vies, quoi. Merci. Merci beaucoup. Ce sera la dernière. Merci. Bon courage pour l'écriture. Je sais que c'est difficile, mais que ça peut vraiment être précieux. Et ça recoupe, ça a été dit beaucoup pendant 2 jours, les histoires individuelles, les fractures, les épreuves de la vie. Pour reprendre les propos de Pierre Rosanvallon, elles percutent, et on l'a vu avec les présentations des livres aussi autobiographiques, c'est ce que nous disait hier M. Jablonka. Elle recoupe aussi des réalités sociales, le patriarcat, dans ce que vous décrivez, et chaque histoire nous éclaire aussi sur les mécanismes, sur la dimension systémique qu'on connaît dans les discriminations, mais qu'on connaît aussi dans la question du patriarcat, des violences sexuelles. Donc merci beaucoup. On n'a pas un problème, mais un peu. Vous avez peut-être envie de dire quelque chose rapidement, 1 minute chacun. Vous êtes capable de faire ça?
Eh bien, alors, On comme va vous avez essayer, été capable on va tout à essayer, l'heure, on va on y essayer en va. une minute. À vous de jouer. Juste un point, ce que vous soulevez aussi comme question, c'est la question de l'accès à la justice. Et l'accès à la justice, c'est un élément essentiel de la démocratie. Et je partage ça avec le premier président de la Cour de cassation, le vice-président du Conseil d'État. Cet éloignement de la justice est quelque chose qui est inquiétant démocratiquement et qui peut donner un sentiment justement de relégation et d'abandon et que mes droits ne sont pas respectés. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la question des vérités et des contre-vérités qui circulent, je voudrais juste vous donner un exemple. En ce moment, vous voyez arriver quand même pas mal de propositions de loi et de travail de commission sur la question des gens du voyage. Il y a un chiffre qu'on n'a pas. On n'arrête pas de nous parler d'occupation illicite de terrain des gens du voyage. Il n'y a aucun chiffre sur combien de fois cette situation arrive et quand elle arrive, est-ce qu'il y a les terrains d'accueil des gens du voyage en nombre suffisant et en qualité suffisante. Et donc, si on continue à légiférer sans avoir ces deux éléments, on est évidemment absolument à côté de la plaque. Et ça, on peut le dire sur énormément de choses en ce moment. Une partie du travail du Parlement, c'est pas simplement de faire des lois, c'est d'évaluer les lois et leur efficacité, et donc de tenir un discours vrai à la population, et je ne nie pas qu'il puisse y avoir des difficultés. Mais voilà, ce que je pense important d'établir cette vérité, d'avoir des rapports qui sont faits, que ces rapports soient publiés, parce que c'est un des autres problèmes qu'on a, c'est des rapports qui ne sont pas publiés, qui sont parfois très intéressants sur justement les difficultés d'accès au droit. J'ai dépassé ma minute, je suis désolée. Exactement, non, je rigole. Merci. Qui veut y aller? Allez, comme vous voulez. Très rapidement, la vérité, c'est une de mes valeurs fortes. Donc, je me sens particulièrement touchée par ce point-là. Et c'est vrai que poursuivre les débats à l'Assemblée nationale, ça fait très, très mal. Je pense qu'il y a un réel enjeu, et on l'a vu dans l'atelier précédent aussi, sur la désinformation. Comment on répond à ça? Je n'ai pas la solution miracle, mais c'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup d'éducation populaire. Et comme on a parlé aussi d'un manque de relations sociales, je sais qu'il y a l'école du pacte du pouvoir de vivre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres initiatives d'éducation populaire qu'il faut peut-être relancer, renforcer, pour qu'on puisse partager les informations le plus possible dans nos entourages à tous les niveaux. Maëlle. Ouais, je vais revenir aussi sur la question de vérité. Tout à l'heure, je parlais en introduction d'à quel point, pour nous, c'est important de permettre aux jeunes dans notre réseau de débattre. Il n'y a pas de débat sans vérité commune, donc avant de permettre de débattre, il faut déjà pouvoir poser le cadre d'un débat, définir les termes et pouvoir définir une vérité commune pour... sinon, en fait, on ne peut pas débattre quand on n'est pas sur la même vérité. Et je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui qu'il y a dans la société. Alors, je n'ai pas non plus la solution miracle, parce que je pense que si quelqu'un l'avait, on aurait déjà réglé les choses. Par contre, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que là, dans la salle, il y a une question d'éducation populaire, il y a une question de responsabilité collective aussi qu'on a sur à chaque fois qu'on va échanger avec des personnes, juste aussi accepter de dire quels sont ces chiffres, ou quand on parle d'un mot, on entend dans le débat de famille des mots qui n'ont, le wokisme par exemple, ou des mots qui n'ont pas de définition réelle, juste poser la question sur c'est quoi, qu'est-ce que tu entends derrière, comment tu définis ce terme, et juste derrière réussir à remettre en fait le cadre pour ensuite pouvoir débattre et rappeler que pour débattre il faut une vérité, et que s'il n'y a pas de vérité ou que les propos dits sur la base du débat sont infondés, on ne peut pas débattre. Merci beaucoup Maëlle. Patrick. Oui, la vérité, c'est aussi celle de la diversité des existences individuelles qui se racontent, madame, contre les approximations vagues et possiblement haineuses qui ont pris possession de nos vies. C'est de ça, effectivement, dont il est question aujourd'hui. Et d'où la nécessité de politiser les problèmes du quotidien, d'où la nécessité de politiser les problèmes de l'intime, de révéler aussi des vérités pour que d'autres problèmes accèdent au rang d'affaires politiques. Je pense notamment aux EHPAD, par exemple, depuis 2 ans. C'était pas un sujet, c'est devenu un sujet. Et c'est ça, au fond, la progression même de la société, avec, juste pour terminer, peut-être aussi une alerte sur cette notion facile, mais peut-être aussi dangereuse de backlash, c'est-à-dire de retour du balancier. Ça supposerait, le retour du balancier, qu'on est parti trop loin quelque part.
Mais, pardon madame, mais pour la question de l'égalité homme-femme, et encore plus de la violence faite aux femmes, c'est pas qu'on a été trop loin, c'est qu'on a juste commencé. On a à peine commencé. Et dans certains milieux, on n'a même pas commencé. Donc il n'est pas question, effectivement, de souscrire à l'idée même de backlash, mais simplement de poursuivre le combat. Et le combat, comme vous le dites toutes et tous, il se fait effectivement de proche en proche. Et de ce point de vue-là, l'année dernière, il n'y a pas que des sujets de désespoir. Oui, c'est le 4 mars 2024 qu'a été scellé dans la Constitution le droit à l'IVG. Et comment ça s'est passé? Là, pour le coup, vos sénateurs, ils ont été cherchés un à un. Fallait aller le chercher, Gérard Larcher, un peu loin quand même. Eh bien, ça a marché. Et pourquoi ça a marché? Parce que ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont des filles, ils ont des nièces, ils ont des assistantes parlementaires, et, voilà. Et donc ça, c'est quand même la vérité de ce que de raconter la vie qui a fini par s'imposer à l'obscurantisme des généralités vagues. Eh bien, ça fait du bien de vous entendre, les amis. Un immense merci à vous tous. Ça fait vraiment du bien. On n'a pas réglé tous les problèmes, on n'a pas toutes les solutions, mais enfin, ça fait vraiment du bien, je crois. Pierre, je vous invite à rester ici. Pierre, quelques mots de conclusion de ce beau forum. Tu peux donner le... Merci. Ce ne sont pas des mots de... oui, commence. Oui. Ce ne sont pas des mots vraiment de conclusion, mais quelques remarques transversales. Dans le titre du forum, il y a « Reprendre le pouvoir ». Or, dans les différents ateliers, et y compris ici, il a beaucoup été question de notre sorte d'impuissance face à la montée de l'extrême droite. Et comment comprendre cette impuissance? Je la mets en parallèle avec ce qui était appelé par François Héran le déni. Comment traiter le déni? Comment traiter cette impuissance? Je crois que la force et la raison de l'extrême droite, c'est une raison de la généralité floue parce qu'elle est infalsifiable. Et comment on répond à l'infalsifiable? On ne répond pas en disant « moi je connais la vérité, moi je possède les faits ». On répond au flou et on répond à l'infalsifiable par la proximité. On y répond par le fait qu'on parle de choses réelles. Et tant qu'on parlera face à un rassemblement national, en le critiquant dans sa globalité, la démonisation ne conduira à rien. C'est si nous sommes, au contraire, les champions du commun de proximité, si nous sommes les champions, on le voit bien quand on parle d'immigration, dès que l'on parle d'un voisin qui est immigré, de personnes que l'on connaît dans un magasin, le jugement change complètement. Et on luttera contre le Rassemblement national et contre l'extrême droite, et c'est une lutte européenne, une lutte mondiale. Ça n'est pas simplement notre lutte française, que si justement nous réussissons à être ceux qui imposent ces vérités de proximité, ces vérités de réalité vécue. Et si on ne le fait pas, eh bien, nous resterons dans la protestation résignée. Et je crois que c'est un sentiment qui domine de plus en plus, la déploration résignée. C'est malheureux, mais voilà, on n'en dit pas plus. Si nous pouvons faire quelque chose, et nous pouvons faire quelque chose notamment dans deux domaines. Le premier domaine, il est très important, c'est celui de la déception démocratique rampante qu'il y a. Comment la traiter, cette déception démocratique rampante? Il y a deux grands volets. Un qui est évident, c'est celui du bricolage institutionnel. Est-ce que pour qu'il y ait une renaissance démocratique, il faut un petit peu plus de proportionnel, il faut faire des primaires? L'histoire de la démocratie, après tout, c'est une longue histoire, des expérimentations, des balbutiements. Mais je pense que, quelles que soient les petites réformes que l'on peut faire dans ce domaine, et elles sont pour certaines tout à fait nécessaires, c'est surtout parce que nous comprendrons, et ça c'est un thème transversal dans les différents ateliers, que la démocratie, ça n'est pas simplement ce bricolage institutionnel ou cette mise en action des institutions électorales,
c'est que la démocratie, c'est aussi tout un ensemble de fonctions démocratiques. Et les fonctions démocratiques, elles sont beaucoup plus larges que l'élection. Les fonctions démocratiques, c'est la représentation de la société. Alors on dit on élit des représentants. Mais non, représenter veut dire rendre présent dans le débat public ce que vivent les gens. Et cette dimension sensible de la représentation, eh bien, il y a des moyens de le faire, et c'est ce que font nombre d'associations. Elles sont représentantes parce qu'elles parlent des réalités vécues. Et donc, la déception démocratique, elle sera surmontée quand ces différentes fonctions démocratiques, nous les ferons vivre. Nous ferons vivre cette pratique de la représentation, nous ferons vivre aussi ce qui est essentiel dans l'histoire de la démocratie, c'est que la démocratie, c'est aussi la surveillance sur les pouvoirs. Il y a un grand philosophe anglais, Bentham, qui disait « Il ne faut pas simplement regarder la démocratie comme la voix du peuple, la voix par les élections, mais la voix aussi à travers les manifestations, la liberté de la presse. » Il disait « Il y a aussi l'œil du peuple. Et l'œil du peuple, il peut rester ouvert en permanence. Et cet œil du peuple, nous aussi, dans nos associations, nous pouvons lui donner quotidiennement des visages, le faire vivre. Et je pense qu'il y a aussi bien d'autres fonctions de la démocratie, et notamment une très importante, c'est le fait d'enquêter, c'est le fait de contrôler. Eh bien, il y a bien nombre d'associations qui sont de fait des associations de contrôle, des associations de vigilance. Eh bien, faisons vivre ces fonctions démocratiques, ces fonctions de représentation, ces fonctions de vigilance. Et là, tout le monde peut y participer. Il n'y aura pas, dans ce domaine, et c'est très important, sur tous ces terrains, les divisions politiques qui sont aiguisées. À chaque fois qu'il faut choisir entre deux personnes, on va vers la simplification. On va vers le fait d'aiguiser et de simplifier tout ce qui divise les personnes. Au contraire, l'exercice de ces fonctions a une capacité de rassemblement, de plus d'unité. Plus on est dans le flou, plus on va vers la division, plus il est difficile de trouver du terrain commun. Ce qui nous divise, c'est l'abstraction. Ce qui nous unit, c'est la possibilité de la réalité. Et ça fait écho, Patrick, à ce que tu disais tout à l'heure. Et je pense qu'il y a un dernier point très important qui a traversé un certain nombre d'ateliers auxquels j'ai circulé, comme tout le monde, en tout cas entre un certain nombre de ces ateliers, et entendu aussi dans ces assemblées plénières, c'est le fait que la démocratie se construit comme une réalité sociale. La démocratie, ça n'est pas simplement un régime. On le sait depuis longtemps, la démocratie, c'est aussi une forme de société. Et cette forme de société, elle se définit par l'égalité. Et l'égalité, qu'est-ce que c'est ? Il y a un message qui réunit beaucoup de personnes, c'est la lutte contre les inégalités. Mais plus fort que la lutte contre les inégalités, il y a le combat pour l'égalité. Et l'égalité, qu'est-ce que c'est ? L'égalité, c'était le fruit d'une longue réflexion dans la tradition du combat politique, dans la tradition philosophique, dans la tradition aussi sociale. C'est que l'égalité, c'est une relation. L'égalité, c'est une relation où on se fait face à face, où on est des pairs, où on se respecte, où chacun est dans sa dignité. Et là aussi, je pense que le monde associatif peut être partout un agent de conquête de la dignité, un agent de manifestation du respect, un agent dans lequel le face-à-face, et cela est très important dans la plupart des domaines. Et c'est un grand philosophe qui était John Stuart Mill. John Stuart Mill qui écrit un livre qui était marié à une des principales féministes anglaises du 19e siècle. Et John Stuart Mill dit « Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas parler de l'égalité entre l'homme et les femmes, mais d'une relation égalitaire. » Et c'est ce combat de la relation, je dirais, dont au quotidien, le monde associatif peut être le vecteur. Donc ce ne sont que quelques réflexions générales, quelques pistes, mais j'espère au moins une chose, c'est qu'elles permettront de sortir de ce sentiment d'impuissance qu'on avait voulu conjurer par un titre, mais maintenant il n'est plus simplement question de le conjurer par un titre, il faut le conjurer par notre action au quotidien. Un immense merci Pierre pour ces mots qui, je crois, vraiment clairement
Pose ce qui s'est passé pendant 2 jours. Tu sais le faire comme personne. Vraiment, du fond du cœur, merci. 3 mots vite fait. Vous dire que cette alliance entre le pacte du pouvoir de vivre et les intellectuels, on s'est dit qu'on allait la prolonger, parce que c'était une première étape, mais vu le succès de ce forum et son utilité, on va prolonger. Deuxièmement, merci. Deuxièmement, vous dire que les ateliers ont été enregistrés tous, soit en audio, soit en vidéo, et ils seront publiés par le lieu unique. Et nous vous informerons, vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux ou vous inscrire sur le pacte du pouvoir de vivre et bien sûr avec le lieu unique. Vous dire que nous ne savons pas encore la forme et nous allons prolonger cette logique de forum parce qu'il en faudra d'autres et il en faudra partout. Nous sommes en train d'y réfléchir, donc nous vous dirons comment nous allons fonctionner. Et maintenant, je voudrais simplement faire quelques remerciements très rapides. Merci infiniment au lieu unique et à toutes ses équipes. Vous êtes d'une efficacité remarquable. Vraiment, vraiment. C'est précieux de travailler en confiance. Monsieur le directeur, merci. Merci à toutes vos équipes. Merci à la République des idées. Merci à la vie des idées. Merci aux organisations du Pacte du pouvoir de vivre local, les organisations locales du Pacte du pouvoir de vivre qui se sont mobilisées pendant plusieurs mois. Merci au Pacte. Et puis je voulais juste dire un immense merci à Amandine Le Breton, qui est la directrice du Pacte, qui n'a pas pu être là pour des raisons personnelles. Elle nous manque, mais elle ne pouvait pas, mais elle vous salue bien fort. Merci, soyons les champions de la proximité, Pierre.